Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Au niveau des actualités, on parle du groupe de citoyens qui s'est formé pour la protection du lac Matapédia, puis ils vont mettre des consignes en place vigueur, cet ouais. été pour justement protéger le lac Matapédia. Et on s'est rendu à Val-Brillant. Ils ont maintenant leur jardin communautaire. Oui. Un beau projet intéressant. Vous allez en savoir un peu plus à ce sujet. Et puis, en fin de semaine, c'est un grand retour parce qu'il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés en raison de la COVID. Alors, on retrouve le tir du Grave. Donc, c'est samedi, à ne pas manquer. On vous donne tous les détails un peu plus tard également. On a fait un segment métier matapédien. J'ai eu la chance de m'infiltrer à l'écosite de la Matapédia à Amqui. Vous allez voir, on en apprend vraiment beaucoup sur notre Savez-vous écocentre. vraiment c'est quoi l'écosite? Mais là, vous allez le savoir. Exactement. Sinon, aussi, entrevue décontractée, je me suis entretenu avec Suzy Roy, qui se trouve être la responsable des bénévoles à Addition Morticus, pour nous parler justement de bénévolat. Oui, c'est important le bénévolat. Aujourd'hui, on le sait très bien. Hein? Les organismes ne pourraient pas fonctionner sans bénévoles. Aussi, segment compétition, on est allé essayer le nouveau mini-pot à Val-Brillant. C'est très attendu. Fait qu'on vous dévoile rien. Vous devrez l'écouter, voir qui va sortir gagnant de cette deuxième compétition. Exactement. Et Marie-Brigitte est venue faire son tour à l'émission pour nous présenter sa chronique mystère. Et tout d'abord, voici ce qui s'est passé dans l'actualité cette semaine dans la vallée de la Matapédia. Voici les nouvelles en bref de ce vendredi 15 juillet. Comme plusieurs entreprises, Bois d'œuvre Cédrico recrute de la main-d'œuvre étrangère pour pallier à la pénurie. D'ici la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre, 11 Tunisiens devraient faire leur arrivée à l'usine de Causapscal. Du côté de l'usine de Price, Cédrico a accueilli 8 Tunisiens et est en attente d'un 9e travailleur. Étant donné que la recherche de logement est aussi un défi, Bois d'œuvre Cédrico a fait l'acquisition d'une résidence pour aînés qui fermait ses portes pour les employés de Causapscal et de l'auberge Bon Séjour à Price. L'achat de bâtiments pour loger les travailleurs permettra à l'entreprise d'être entièrement autonome, de prendre les moyens pour sécuriser ses activités et sauvegarder son deuxième quart de travail. La MRC de la Matapédia a mis en place une nouvelle initiative pour inciter les consommateurs à acheter et découvrir une grande variété de produits locaux. Ce sont les producteurs qui iront à la rencontre des consommateurs avec le marché nomade qui se déplacera aux quatre coins de la MRC. Ce n'est pas moins d'une vingtaine de producteurs et transformateurs matapédiens qui participeront à ce projet. Le marché nomade se tiendra les samedis en journée à compter du 16 juillet, et ce jusqu'à la période des fêtes. Le premier arrêt s'effectuera au site patrimonial de pêche Matamaja à Causapscal. Pour cette première journée, il sera possible de retrouver des produits de l'herboristerie La Praille du Temps, du ranch TM et ferme Gendron, de Le Chasseur Barbecue, de la ferme des Cinq Sens, de fleurons maraîchers, de la bergerie Levigne, de jeunes entrepreneurs de la Matapédia, de les fraîcheurs de la vallée et de Bidon et Bococo. On vous présentera dans une prochaine émission une entrevue avec David Jacques, conseiller en développement des affaires agroalimentaires à la MRC, pour expliquer le projet du marché nomade. Dans le cadre du 125e anniversaire de Causapscal, le samedi le 16 juillet, aura lieu une dégustation de bière micro de la brasserie Molson. C'est sous la formule d'un 5 à 7 que l'événement se déroulera sous le chapiteau du Parc de la Pointe. Pour 25 $, vous aurez droit à un bock, 8 variétés de bières en dégustation et une participation au tirage d'un cellier Trou du Diable. Pour information, contactez le 418-756-3444, poste 1332. C'est le retour d'un événement tant attendu la semaine prochaine à Causapscal, le festival Fort Causap, qui se déroulera du 21 au 24 juillet. Cette 23e édition accueillera sous son chapiteau, entre autres, Matlang, Route 66, Kimorucru et les Cowboys fringants. Il est encore possible de vous procurer des bracelets vous permettant d'assister au spectacle des 4 soirs du festival au coût de 35 $
ou 37 si acheté en ligne. À ne pas manquer non plus l'affrontement des équipes dans des épreuves dignes de Fort Boyard. Pour tous les détails, consultez le site fortcozap.com. L'année dernière, le comité de sensibilisation de la Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia a créé le projet Les Cailloux du Bonheur. 150 cailloux décorés ont été déposés dans les sentiers, les parcs et les bords de chemin dans les 18 municipalités de la MRC de la Matapédia. D'ailleurs, plusieurs n'ont toujours pas été découverts jusqu'à maintenant. De nouveaux cailloux magnifiques seront déposés un peu partout sur le territoire pour égayer les promenades de ceux qui seront curieux et qui les trouveront. Pour suivre les déplacements des cailloux et signaler leur emplacement, consultez la page Facebook Les Cailloux du Bonheur. Les matapédiennes Alison Roussel et Ariane Corneau, qui sont à la barre de la station de radio Boréal FM d'Alberta, animent leur quotidienne radiophonique à bord de leur véhicule. Entre la Matapédia et l'Alberta, les deux travailleuses nomades n'hésitent pas à promouvoir le mode de vie alternatif. Leur parcours professionnel hors du commun a suscité l'intérêt de Radio-Canada. Les deux jeunes femmes ont été invitées à participer à l'émission Bonsoir, bonsoir, animée par Jean-Philippe Wautier, lundi le 11 juillet. Vous pouvez écouter l'entrevue sur le site tout.tv. Le criminel le plus connu au Québec, qui était l'ancien chef de la section des nomades des Hells Angels, a succombé à un cancer de la gorge dimanche dernier. Maurice Mom Boucher, natif de la ville de Causapscal, était emprisonné au pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines dans les Laurentides depuis 22 ans. Il y purgeait une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant au moins 25 ans. Arrêté en 1997, il avait été acquitté l'année suivante. Le criminel notoire a finalement été reconnu coupable de ses crimes le 5 mai 2000. Même si sa mort signe la fin d'un chapitre dans l'histoire de la criminalité au Québec, Maurice Mom Boucher a emporté avec lui les secrets d'un passé criminel obscur et violent. Voilà ce qui complète les nouvelles en bref de ce vendredi 15 juillet. Bonne émission! Dans le cadre de Info.tvc en février dernier, on vous a présenté une entrevue avec l'organisme du bassin versant Matapédia-Restigouche pour parler de la création d'un nouveau comité citoyen pour la protection du lac Matapédia. Ce groupe citoyen a été formé ce printemps et il va y avoir une série d'actions qui vont être mises en place cet été. Et pour en parler, je suis avec Jean-François Dupéré, qui est membre de ce comité et qui est porte-parole. Bonjour Jean-François. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Donc, oui, ça va très bien. Donc, on parle de ce comité citoyen qui a été mis en place là, ce printemps. C'est quoi le rôle de ce comité? En fait, c'est un comité qui a été mis en place effectivement à la base formé de citoyens, de gens intéressés. Et le rôle principal, en fait, c'est de protéger ce magnifique plan d'eau qui est là. C'est surtout de changer des habitudes auprès de la population et de se rendre compte qu'on a un joyau dans notre région. Et qu'avant que ce lac-là dépérisse un peu, comme on voit là, à l'échelle de la province, avec des plans d'eau qui sont de plus grande importance, comme le lac Matapédia, alors on a décidé d'y aller, nous autres, en prévention et d'établir des actions pour protéger le lac, finalement, pour éviter de le perdre à petit feu, finalement. Parce que là, en ce moment, notre lac est en santé, fait qu'on veut le garder en santé. Oui, il est en santé, mais ça peut dépérir assez rapidement un plan d'eau. Nous, on est chanceux parce qu'effectivement, il n'est pas nécessairement très exploité, ce lac-là. Et je pense que ça va devenir positif pour le garder en santé plus longtemps. Et là, présentement, il y a combien de membres dans ce comité citoyen? Je dirais qu'on est environ entre 10 et 12 personnes composées de gens de la population, donc des gens intéressés à s'impliquer, mais aussi d'élus. Donc, on a des élus des 3 municipalités qui sont plus touchées par le lac Matapédia, c'est-à-dire Sébec, Val-Brillant et Amqui. Donc, des élus pour les 3 endroits. Et donc, le lien aussi avec la MRC se fait bien. Le lien avec les conseils municipaux se fait bien aussi.
Alors présentement, là, le comité est quand même assez solide. Là. On a des gens d'un peu partout là, pour s'occuper de ce qu'on veut faire finalement. Donc là, on parlait de prévention, justement. Vous avez un plan d'action que vous allez mettre en place là, cet été, justement, pour sensibiliser les gens à la protection du lac. Oui, il y a plusieurs volets. En fait, il y a comme 2 volets principaux au comité qu'on a mis en place là, depuis quelques mois. Il y a un comité que je vais appeler poissons, donc des gens qui étaient beaucoup plus intéressés au niveau de la population des poissons, des pêcheurs finalement, et un comité de sensibilisation. Et je pense que le comité de sensibilisation, bien là, il est là vraiment pour permettre aux gens de bien comprendre le lac Matapédia et surtout de comprendre qu'est-ce qu'il ne faut plus faire maintenant si on veut le garder en bonne santé. Donc oui, il y a plein d'actions qui est mis en place. Quelque chose d'assez important, c'est d'installer des stations de lavage aux 3 municipalités concernées, c'est-à-dire Sébec, Val-Brillant et Amqui. Val-Brillant, d'ailleurs, qui ont déjà commencé ce moyen-là, finalement. Ensuite de ça, tous les moyens visuels, là, des écriteaux aux débarcadères, quoi faire, ne quoi pas faire, sensibiliser les gens aussi sur les espèces envahissantes, comment on fait pour éviter qu'elles nous envahissent davantage, que ce soit des espèces envahissantes végétales ou animales. Donc, tout ce processus-là d'éducation auprès de la population est vraiment super important parce que je pense que les gens, avec les années, on établit des habitudes, mais ces habitudes-là devront être changées. Et avec cette sensibilisation-là, bien, on compte bien y arriver là, tranquillement, doucement, là, dans le temps. Oui, puis on parle beaucoup du lavage des embarcations parce que c'est la façon la plus propice pour déplacer, disons, des matières qui sont inappropriées pour les lacs, là, de bateau en bateau quand ils ne sont pas nettoyés. Exactement. Donc, c'est les gens, finalement, qui, de par leur embarcation, transportent d'un lac à l'autre ces espèces envahissantes-là. Et comme nous, on n'a pas nécessairement encore beaucoup de ces espèces-là, elles sont présentes, par contre. Là, la station de lavage va venir vraiment, là, je dirais, mettre un frein, en tout cas, peut-être pas un frein complet, mais un bon frein à ce que ces espèces-là, finalement, n'envahissent pas notre lac là, de façon importante. En fait, c'est pour éviter la propagation. Et puis, les stations de lavage, les affiches qui vont donner des indications, ça va être installé un peu partout. Oui, en fait, aux 3 débarcadères principaux, donc à Sébec, à la tête du lac, donc au débarcadère de Sébec, ici, à la marina de Val-Brillant, et également à Amqui. Amqui, c'est dans le secteur du camping que ces affiches-là vont être placées, ainsi que la station de lavage, parce que c'est à cet endroit-là qu'il y a le plus de va-et-vient sur le lac là, avec les utilisateurs. Et Amqui bien, refait sa marina au camping, finalement. Donc, c'est tout dans un système de réinvestissement au niveau du camping. Eux sont déjà bien enclenchés. Je crois qu'il y a des subventions qui ont été demandées aussi pour la station de lavage. Donc, ça avance tranquillement, là, mais c'est tout nouveau, notre comité. Alors, on voudrait que ça aille vraiment plus vite, mais je pense que c'est bon de partir lentement et que les bases soient solides, finalement. Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir de la surveillance qui va se faire également ou c'est juste des panneaux des panneaux d'indication qui vont être installés? Non, c'est une très bonne question. En fait, il y a tout le côté éducation et sensibilisation auprès de la population qu'on veut que ça se fasse avec un individu. Les 3 municipalités ont emboîté le pas, là, ça fonctionne. Ils ont injecté de l'argent pour engager une ressource. Cette ressource-là n'est pas encore engagée présentement. Et il y a aussi le bassin versant qui nous donne un bon coup de main avec finalement un montant d'argent pour engager cette ressource-là, qui, elle, finalement, son rôle, c'est d'être au débarcadère, d'informer les gens, donner des prospectus d'information, de dire comment la station de lavage éventuellement va s'utiliser. Donc, c'est tranquillement là, donner une façon de faire aux gens là, pour l'utilisation comme il faut là, de ces débarcadères-là. Donc ça va être en place tout l'été, si je comprends bien. Bien, en fait, oui. Comme j'ai dit, la ressource n'est pas encore engagée, mais aussitôt qu'elle va l'être, oui, effectivement, là, cette personne-là va se promener d'un débarcadère à l'autre et commencer finalement son travail de sensibilisation. Donc ça, on parle pour cet été. Est-ce que pour l'automne, il va y avoir d'autres activités de sensibilisation qui vont se faire? Bien, en fait, présentement, ce sont les activités de sensibilisation qu'on veut faire. L'engagement de cette ressource-là, c'est pour une période, je vais dire, estivale.
On sait qu'à l'automne, là, il y a moins. La pêche débute au printemps, très tôt, lorsque le lac perd ses glaces. Et là, ben, à août-septembre, le lac est beaucoup moins utilisé. Donc, oui, il y a quelques pêcheurs encore, mais pour l'automne, là, ça va tomber un peu au point mort. Sauf que cette sensibilisation-là ben, va continuer quand même, que ce soit avec notre page Facebook, en fait. Puis peut-être d'autres moyens qu'on va mettre en place, là, parce que là, des rencontres de notre comité s'en viennent. Alors là, ben, tranquillement, on va repenser à d'autres choses, peut-être pour la saison de l'automne et aussi peut-être l'hiver prochain. Et donc, ceux qui veulent vous suivre, comment elle s'appelle, la page Facebook? La page Facebook s'appelle le Comité de protection du lac Matapédia. Tout est là-dessus. Évidemment, c'est une page qui est toute nouvelle, donc on commence tranquillement à mettre de l'information. Des vidéos aussi vont venir de gens qui veulent nous montrer des choses sur le lac. En fait, cette page Facebook-là va devenir intéressante par rapport à la population qui vont nous envoyer des choses. Bon, peut-être que une vidéo de quelqu'un qui fait quelque chose d'inapproprié sur le lac, on voit une certaine espèce envahissante qui est dans un endroit. Ah, OK, je vais avertir le comité de protection du lac. Donc, la population, oui, il y a un comité, mais ça touche tout le monde, évidemment. Et ce qui fait que notre région est belle et que touristiquement, on est attrayant, bien, c'est ce qu'on voit derrière nous, là. Alors, si ça, demain matin, ça tombe à l'eau, comme on peut dire, pardonnez-moi l'expression, avec des algues bleues et tout ça, et là, on va tout perdre cette belle valeur-là, effectivement. Puis, c'est pas seulement aux résidents qui habitent le bord du lac, mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. Alors, on est tout petit, hein, la vallée de la Matapédia, on n'est pas beaucoup de gens, et ça fait partie de quelque chose qui peut nous garder sur la map, en fait, qui peut nous garder vivants là, au niveau de la province. Je pense, c'est le 6e ou le 7e plus grand lac en province. On est chanceux. On est chanceux, donc c'est pour ça qu'on est sur le comité. On prend ça à cœur pour bien le protéger. Puis là, ce qui est intéressant de mentionner, c'est un travail collectif. Fait que les gens qui voient des gestes qui sont pas acceptables peuvent le dénoncer sur la page Facebook. Oui, ou communiquer avec nous, parce que, écoutez, en 2022, je pense que les habitudes des gens de dire « Ah, c'est pas grave, il y a peut-être juste moi qui le fais », mais c'est pas vrai, ça touche tout le monde. Alors, il faut éviter d'être trop nombrilisme là-dedans, mais vraiment d'ouvrir ses horizons, d'être vraiment très, très à l'affût de ce qui se passe sur le lac et surtout conscient que ce lac-là peut vraiment dépérir rapidement. Alors, oui, effectivement, c'est un beau travail collectif là, qui s'amorce avec nous autres, là, avec le comité, finalement. Bien, Jean-François Dupéry, merci beaucoup d'avoir accepté là, de nous avoir rencontrés, de nous être parlé de ce beau projet. Bien, écoute, merci beaucoup de ton invitation, ça me fait plaisir. Puis, merci à vous parce que tranquillement, le fait que les gens connaissent ce comité-là, nous, évidemment, on est très contents de ça. Et c'est avec ça que, finalement, le lac devra, pourra rester en santé plus longtemps là, avec toutes les actions qu'on va mettre en place. Donc, si vous voulez, comme le comité et comme tout le monde, garder notre beau lac en santé, ça va être important de suivre les consignes. Donc, on nettoie son embarcation et on suit les consignes qui vont être à l'entrée là, des différentes places pour embarquer les différentes embarcations qui vont vous indiquer là, quoi faire et quoi ne pas faire. C'est samedi dernier qu'a eu lieu l'inauguration officielle du jardin communautaire ici à Val-Brillant. C'est un projet qui a été réalisé en collaboration entre la Corporation Fenêtre Lac-Matapédia et la municipalité de Val-Brillant. Pour nous en parler, je suis avec l'instigateur du projet, Denis Couture. Bonjour, bonjour Denis. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, on parle d'un beau projet qui s'est réalisé. Ça faisait combien de temps que vous travailliez sur ce projet-là de jardin communautaire? Bien, on a commencé ça en février. On avait l'idée d'un jardin et on se disait que, subvention ou pas, on irait de l'avant. Mais on a demandé une subvention, puis finalement, on a eu 25 000 du programme Nouveaux Horizons, ce qui nous a aidé vraiment à bien démarrer le projet. Donc, c'est ça qui était le projet. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, on a terminé, il y a quelques jours passés, avec la mise en place de la pancarte des jardins communautaires. Et puis là, vous parliez aussi là, que vous aviez commencé des travaux en hiver. Ça s'est bien passé? C'est quoi vous aviez à faire comme tâche pendant le mois de février? Bien, l'idéal, c'était d'élaguer les arbres durant l'hiver parce que les arbres sont en dormance
Et puis, les faire à l'été, souvent, bien, ça blesse davantage les arbres. Donc, on a commencé l'hiver. Et puis après ça, bien, le terrain, on a travaillé sur le terrain, enlever les arbrisseaux, tout nettoyer. Ce qui est aujourd'hui, puis ce qu'on voyait à l'époque, bien, ça ressemblait davantage à la forêt qu'il y avait au fond, dans cette partie-là. Ici, on avait du gazon. Donc, le jardin, c'est ça. C'est la mise en place. On a 80 pieds sur 80 pieds qui sont divisés en 28 parcelles. Et on a un système d'alimentation en eau qui part de la toilette. Heureusement, on avait une toilette. Et le terrain a été mis à la disposition de bénévoles par la municipalité. Fait qu'ils nous ont dit, c'est votre organisation, vous allez de l'avant, vous faites ce que vous voulez sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on a donné naissance à nos jardins. Donc, on a un cabanon pour mettre tout l'outillage. On pourra peut-être jeter un coup d'œil aussi. Et puis, bon, il y avait des bacs, et puis ces 28 parcelles-là avec un système de canalisation pour arroser. Donc, là, vous mentionnez que 28 parcelles. Est-ce que c'est 28 personnes différentes qui vont s'occuper de chacune de ces parcelles? En principe, oui. On a 2 parcelles au fond là-bas. C'est pour les gens du terrain de jeu, les jeunes du terrain de jeu. Donc, les monitrices viennent avec les enfants, ils cultivent, et puis c'est une belle participation à date. Ils viennent presque tous les jours. Donc, c'est des gens très fidèles. Et les autres parcelles, est-ce qu'ils ont pris preneur ou sont encore vacants? Il y en a quelques-unes qui sont encore vacants. On en a 4. Et dans une de ces parcelles-là, bien, c'est là que Christina Michaud et M. Pascal Bérubé sont venus commencer à nous montrer ce qu'ils savaient faire au niveau jardinage. Ils ont commencé à planter des graines. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce jardin-là? Bien, on va retrouver des graines des navets, en principe, supposés être des beaux navets. Donc, c'est ce qu'on avait sous la main à ce moment-là. C'était un peu comme une surprise qu'on voulait leur faire. Et puis, c'est ça, ils se sont prêtés au jeu, puis ils se sont mis de l'avant tout de suite, puis on a fait ça. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à s'occuper d'une parcelle, comment ils doivent procéder? Bien, la première chose, c'est qu'à l'intérieur du cabanon, on a un tableau avec les parcelles, les numéros de parcelles. Puis si quelqu'un est intéressé, d'abord, il peut communiquer avec Mme Madeleine Damour. On a les numéros de téléphone sur à peu près tous les documents de Valbriand. Et aussi, on peut aller directement sur le tableau puis inscrire son nom sur une parcelle qui est disponible. Et puis là, à ce moment-là, on peut commencer à semer. C'est ça. C'est ça. On peut commencer à semer avec nos propres instruments ou bien en utilisant les instruments qu'on a mis à la disposition des gens. Et puis là, ça reste personnel aux gens ou si ce qui va être récolté, ça va être communautaire? Chaque personne récoltera ce qu'il aura semé, ou en tout cas ce qui restera de ce qu'il aura semé. Mais en principe, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes connaissances, qui aident les autres à montrer comment faire. Donc, c'est un jardin c'est beaucoup convivial pour l'instant. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'entraide, là. Ce que je sens, il va y avoir beaucoup d'entraide entre les gens. C'est certain, il va y avoir beaucoup d'entraide. Il y a déjà beaucoup d'entraide. Déjà, bon, ben c'est parfait. Ben, merci beaucoup, Denis. C'est un vraiment très beau projet pour les citoyens de Valbriand. Fait que félicitations pour ce beau projet. Oui, merci. Merci à la municipalité d'avoir nous avoir laissé ce terrain-là. C'est vraiment un beau cadeau. Merci. Alors, on invite, il y a des gens qui ont le goût, qui n'ont pas de place, parfois chez eux, qui n'ont pas d'emplacement pour se faire un petit jardin. Bien, c'est possible d'avoir un petit lot ici, de se réserver un petit lot ici au jardin communautaire de Valbriand là, pour cultiver ses légumes. Comme plusieurs événements qui ont pris une pause pendant les 2 dernières années en raison de la COVID-19, cette fin de semaine, c'est un grand retour, celui du tir du Grave. Et pour nous parler de ce retour, justement, je suis en compagnie de Roger Beaulieu et de Justin Michaud, qui est le président du groupe Relève agricole de la Vallée. Bonjour Roger et bonjour Justin. Bonjour. Bonjour. Donc, c'est un grand retour, l'événement revient. J'imagine que ça fait du bien. Oui, c'est un événement qui est quand même attendu dans la région. C'est la 15e édition cette année. C'est une source de revenus quand même assez importante pour nous, la Relève agricole. C'est notre activité principale, je dirais même, là, durant toute l'année. Après 2 ans, ça fait 2 ans d'absence qu'on n'avait pas d'activité dans la région là, pour la Relève. Ça va être le fun de se revoir tout ensemble, fêter. Ça va être un bel événement festif
pour s'amuser, puis voir des tracteurs, voir de la boucane, voir... Là, vous mentionnez que c'était votre seule source de revenus. Comment ça s'est passé les 2 dernières années? Est-ce que le graphe s'en est bien tiré? On s'en est quand même bien tiré. On avait quand même un peu de fonds en banque, là. Mais ça, c'était quand même le temps là, qu'il y ait un autre événement qui s'en vienne. Là. C'était le temps que l'argent rentre. Oui, l'argent. Et puis là, vous avez été arrêté 2 ans. Est-ce que vous reprenez la même formule d'il y a 3 ans ou vous changez la formule? Oui, la formule, c'est encore des tracteurs antiques et des 4x4. Je te dirais que c'est semblable aux dernières années. Peut-être un petit peu plus de surprise, là, côté pour les jeunes. J'en dis pas plus, c'est une surprise. À découvrir. Donc, c'est des tirs de tracteurs. Oui. Mais là, ce que je comprends, c'est des anciens modèles? Il y a des anciens modèles, puis il y a des tracteurs rétro un petit peu plus récents. Il faut comprendre que les tracteurs antiques commencent, quand ils ont commencé à faire des tracteurs, finalement, aller jusqu'en 1960. Comme le tracteur que vous avez derrière vous, c'est en 1960. Puis le tir rétro, bien, c'est les 60 en montant, aller jusqu'aux années 80. Alors, Francis sera là avec son Ford. C'est un Ford 6600. Il doit avoir autour de 1000 chevaux. Alors, c'est un beau spectacle à voir. Alors, c'est ça. Puis les pick-up pour finir la journée. Alors, on attend beaucoup de monde, puis on a collé du beau temps aussi. Alors, tout va être là. Donc, Dame Nature va collaborer. Et puis, là, les gens qui participent sont tous inscrits ou c'est encore possible de s'inscrire? Ils s'inscrivent sur place le matin. Dans l'avant-midi, les inscriptions ont lieu. La balance est là pour peser les tracteurs, classer les tracteurs, puis ça va débuter sur l'heure du dîner, aller jusque dans la soirée. Et les inscriptions commencent à quelle heure? Dès 10 heures. Dès 10 heures, oui. Dès 10 heures, les gens arrivent, peuvent s'inscrire pour prendre place. Ça commence à midi. Puis comment ça va se dérouler la journée? La journée commence avec les tracteurs. J'imagine qu'il y a peut-être une petite pause là, entre les deux, entre les tracteurs et les camions. Puis après, surtout que la petite pause est finie, les camions continuent pour le restant de la soirée. Cantine sur place, bar, musique, animation pour les jeunes. On va avoir une belle animation là, faite par Audrey Hamel. Ça reste à voir. Venez nous voir, là, on va avoir du fun. Fait qu'il va en avoir pour tous les goûts. Et puis, c'est une compétition. Est-ce qu'il y a des prix? Est-ce qu'il y a une récompense ou c'est juste une démonstration? Les 3 premières places de chaque classe ont des bourses. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Les inscriptions sont toujours pareilles depuis plusieurs années. C'est 20 $ par inscription, par tracteur, par classe. Alors, une possibilité de s'inscrire à 2 classes. Alors, il y a beaucoup de gens de Montjoly, Rimouski qui descendent pour participer. Fait que on a un beau site aussi sur la ferme de Mario Tardy à Amqui, Tardy et filles. Ça fait partie de la petite Gaspésie qu'on appelle. Alors, vous passez dans le pont couvert, puis vous vous rendez directement sur la ferme. Alors, c'est une belle place. Donc là, vous me parliez qu'il y avait différents... C'est quoi les différentes classes? Ah, il y a plusieurs classes. Bien, c'est parce qu'on commence avec les tracteurs plus petits, autour de 3500 livres. Et puis, on échelonne ça jusqu'autour de 15 000, 16 000 livres. Alors, ça monte par tranche de 500 livres au début parce que les tracteurs sont petits. Puis après ça, on monte à 1000. Puis dans les grosses classes, on peut monter jusqu'à 2000 entre les classes. Alors, c'est comme ça donne une dizaine, sinon une quinzaine de classes. Mais dans le fond, la classe, c'est vraiment en fonction du poids du tracteur. Exactement. Donc, ça va avoir lieu à la ferme Tardif et Filles. C'est ce samedi, c'est sur une journée, donc samedi le 16. Oui. Et puis, C'est une activité qui est abordable là, pour tous. C'est seulement 5 $ à l'entrée. 12 ans et moins, c'est gratuit. Fait que gênez-vous pas, venez avec vos enfants, votre petite famille. On vous attend. c'est pour une bonne cause, c'est pour aider les agriculteurs de la région. Là, c'est ça, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis là, vous mentionnez aussi sur place qu'il y aurait de la nourriture, des places pour manger. Je pense que c'est des entreprises de la région aussi qui vont fournir la nourriture. Oui, on va avoir encore cette année les saucisses de la boucherie Les Petits Veilleux, des hot dogs normales, de la bière en masse pour tous les goûts, quelques surprises pour les enfants, puis Un peu de barbe à papa, un je peu de pense. barbe à papa, oui. Un peu de barbe à papa, puis on peut en dire plus, là, on va avoir une maquilleuse là, pour les enfants durant la journée. Puis, ouais. Fait que c'est vraiment pour tous. Tout le monde va trouver son intérêt. Tout le monde va pouvoir s'amuser cette journée-là. Ah oui.
Bien, Justin Michaud, Roger Beaulieu, merci beaucoup. Puis on vous souhaite une belle journée samedi. Merci à vous. Oui. Donc, si vous voulez assister au tir du Grave, c'est ce samedi 16 juillet, à compter de midi, à la ferme Tardif et Filles à Amqui. C'est ouvert à tous, pour toute la famille. Du plaisir en perspective, à l'horaire. Allez vous amuser. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Nous sommes rendus au segment Métiers matapédiens. Cette semaine à l'émission, j'ai infiltré l'écosite de la Matapédia à Amqui pour en apprendre davantage sur ce lieu un peu inconnu, vous allez voir, de la Matapédia. Pourquoi qu'il y a des écocentres? C'est pour récupérer des encombrants. Un encombrant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre sur le bord du chemin dans le système de cueillette résidentielle là, qui est déjà offert par les municipalités. Donc, un frigidaire, tu ne peux pas mettre ça sur le bord du chemin. Un poêle, tu ne peux pas mettre ça sur le bord du chemin. Les produits dangereux, c'est mieux de venir les porter à l'écocentre, dans votre écocentre, parce qu'on peut les trier. Donc, il y a des fournisseurs qui récupèrent les produits dangereux. C'est ça notre mission, c'est de récupérer. Puis aussi, en même temps, bien, on a l'opportunité ici de créer de l'emploi. Donc, la deuxième mission, en fin de compte, c'est de créer de l'emploi. Quand les clients arrivent ici à la barrière, nous autres, on leur demande, ils ont du bois, du métal, ils ont des batteries, ils ont peu importe, sauf les roches. Le métal va ici quand c'est du métal qui n'a pas de démontage à faire. Autrement dit, les électroménagers, c'est démonté. Les micro-ondes, les appareils électriques, tout est démonté. On récupère 64 types de produits de métaux non ferreux. Donc, on a de l'aluminium. Dans l'aluminium, c'est comme l'aluminium, je vais essayer de vulgariser ça un petit peu, là. Dans l'aluminium, c'est une famille d'aluminium. Et dans la famille d'aluminium, bien, tu as plusieurs types de produits d'aluminium. On a de l'aluminium du low cop qu'on appelle. On a de l'aluminium, qui appelle ça de l'aluminium canette. Tout ce qui est particules de bois, ça va là-dedans. C'est récupéré, c'est chippé, puis il y a une compagnie qui vient ramasser ça, puis la compagnie Panval chauffe avec ça. Fait que c'est important qu'on ait des matériaux de qualité, qu'il n'y ait pas du réthane là-dedans, ou contaminant, du plastique ou autre genre. Comme ça, ici, c'est de l'enfouissement. Ça, on n'a rien à faire avec ça. C'est des matériels qui ne se récupèrent pas, le styrofoam blanc, les bâches, les toiles de tempo, name it, là. Tout ce qui est mou, dans le fond, va là. Nous, on appelle ça les déchets ultimes. Un déchet ultime, c'est qu'est-ce qui va être enterré dans un lieu d'enfouissement technique. Bien, pour nous, ici, l'écosite de la Matapédia, c'est 225 $ pour une tonne. OK, quand même. Oui. Fait donc, nous, on essaie d'envoyer le moins de produits dans les déchets. Donc, on trie. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue les coûts. Ça, ici, on appelle ça du CRD. C'est construction, rénovation, déconstruction. C'est tous les matériaux de construction. Les papiers noirs, le chiproc, le verre, tout ce qui ne va pas dans l'enfouissement puis qui ne va pas dans ces choses-là, va ici. Ça aussi, c'est récupéré. Encore là, c'est des questions de coût. Ça coûte moins cher l'envoyer là qu'à l'enfouissement. Puis nous autres, notre but, c'est de l'envoyer le moins possible à l'enfouissement. Bardeau d'asphalte, c'est aussi, pas de contaminants, le moins possible. Il y a des petits morceaux des fois. Mais c'est pas de papier noir dedans, parce que souvent, les couvertures sont faites, il y a un papier noir puis il y a du bardeau par-dessus. Les gens qui ne sont pas avisés, qui ne le savent pas, vont tout défaire leur bardeau, ils vont prendre leur papier noir et puis ils vont le mélanger avec ça. Fait que c'est dommage, mais quand ils arrivent ça avec un gros trailer dompeur, il faut qu'ils le démêlent. Papier noir, bardeau, parce que notre fournisseur, notre client, il va avoir un bardeau qui est juste du bardeau puis des braquettes. Notre rôle, nous, c'est le client arrive, c'est de parler avec le client, de l'enregistrer pour savoir de quel endroit il vient, pour avoir des statistiques, le taux d'utilisation des écocentres et ainsi de suite, qui utilise les écocentres. Après ça, notre rôle, bien, c'est de l'accueillir, c'est de lui donner de l'information à la réception. Après ça, bien, c'est de le placer au bon endroit et lui donner des instructions, de l'information
à quel endroit vont leurs produits. Je vois que là, il y a du tissu ou... Ça, on a 3 bacs d'enfouissement ici. OK. Celui-là, on le garde principalement ici pour les démonteurs, pour pas qu'ils aient à courir avec les écrans de TV à l'autre bout. OK. C'est des chiffres impairs, le 1, le 3, le 5, c'est des bacs d'enfouissement. Il y a des produits, il y a des gens qui vident des maisons qui apportent des produits. Ben, OK. des fois, les bouteilles sont pleines. Quand le petit gars fait le tri pour les produits dangereux, nous autres, il faut payer pour les détruire. Fait qu'on on aime autant les vendre pas cher. Ben oui. Tu as les batteries qui sont récupérées, pesées, puis sont mis dans des congélateurs. Mhm. Les bidons d'huile usés qui sont vides. OK. C'est des produits qui sont pas bons pour l'environnement. Ici, tu as l'huile en vrac. Les gens arrivent avec le bidon d'huile, c'est vidé là-dedans. Puis quand elle est à 60 normalement, on appelle, on fait vider. OK. Faites vider ça où? C'est Veolia, Service à l'environnement, qui vient vider ça direct sur place. OK. Les gens arrivent des voyages de branches, puis les arbres complets, là. C'est passé direct dans la machine au fur et à mesure. C'est envoyé en copeaux. Ça fait un copeau qui est gros aussi. C'est un copeau qui est plus forestier. OK. Il n'est pas assez fin pour pouvoir le vendre en paillis ou quelque chose du genre. Fait que lui, il s'en va direct à Panval. Panval, il injecte ça dans sa biomasse. Ça nous coûte moins cher. Il nous donne presque rien. C'est l'équivalent d'à peu près zéro, mais on n'a pas à payer pour s'en débarrasser. En 2013, on recevait des déchets ultimes de 1300 tonnes. OK? Quand on arrivait ici, les gens, là, ça générait 1300 tonnes par année de déchets qu'on enterrait. Maintenant, aujourd'hui, on est en bas de 300 tonnes. Wow. Ici, ça, c'est toute la récupération, c'est tout à vendre. OK. Ça, c'est tous des trucs qui sont encore potables, en guillemets. Oui, bien, c'est ça. Qui peuvent encore servir. Le filtre à piscine, il est complet. Ah! Il y a des vélos stationnaires. C'est sûr que c'est pas ça qui se vend le plus, mais on en vend quand même pareil 2 fois par été. Le métal, les beaux morceaux de métal pour les bricoleurs, parce qu'on a des bricoleurs qui viennent ici chercher du métal. Là. On met tous les bouts de métal là. Il y a des bases de lit là-dedans, il y a de la tôle, il y a toutes sortes d'affaires. On a même des boîtes de longs jeux. C'est plutôt des jetés. Bon, on les met là. Il y a des commodes, il y a une table de hockey. Tout ce qui est potable, qui peut faire de la revente, qui peut servir à quelqu'un, garde comme ça. Ouais. Tu sais, ça peut être pour un chalet, ça peut être n'importe quoi. On met tout de côté, des bouts de madrier. Donc, si quelqu'un cherche tout type d'objet, il peut se dire « Ah, je pourrais aller à l'Écosite, peut-être qu'ils ont ça. » Oui, on garde des fenêtres qui sont bonnes, on garde des portes d'acier, on garde des... OK, ouais. Tout ce qu'on est capable de revendre, on le revend. Nous autres, même si c'est un écosite, il y en a encore qui appellent ça « on va à la dompe », on est venu domper. C'est trié ici, là, comme je te dis, il y a à peu près 6-7 qui va à l'enfouissement. Fait que c'est 93 est revalorisé ou retravaillé. J'espère que vous en avez appris autant que moi à propos de l'écosite de la Matapédia qui se trouve ici à Amkoui et que vous savez maintenant désormais qu'est-ce qui se passe avec vos déchets que vous venez porter ici même sur le site. Je suis présentement avec Suzy Roy, la responsable des bénévoles à Diffusion Morticus. Bonjour Suzy. Bonjour Christophe. J'aimerais savoir pour commencer, c'est quoi la tâche d'un responsable bénévole? Bien, en fait, la responsable des bénévoles s'occupe de préparer les différentes tâches, de récolter les noms des bénévoles qui veulent participer au spectacle et les placer au bon endroit. C'est pas tout le monde qui a les forces pour participer à toutes les tâches à faire. Donc, on les place vraiment à des endroits stratégiques pour développer leurs forces. Donc, c'est en partie ma responsabilité. Lors des spectacles, je suis présente. C'est moi qui gère. S'ils ont des problèmes, ils viennent me voir. S'il y a quelque chose que je ne suis pas capable de gérer, bien là, je vais référer à Michel, qui est le directeur artistique de la salle. Donc, c'est un travail de gestion surtout? Oui, c'est un travail de gestion, un travail aussi qu'on appelle gestion de personnel, de ressources humaines, d'être capable de discuter avec les personnes pour être capable d'arriver au meilleur de tout le monde, là, pour arriver à une bonne entente entre tous. Oui, puis t'en as glissé un peu. C'est quoi les tâches des bénévoles là-dessus? Bien, écoute, on a des personnes qui s'occupent du bar. Parce que quand les spectateurs viennent voir des spectacles, ils veulent bien évidemment avoir quelque chose pour se rafraîchir, pour participer aux festivités. Donc, on a des personnes au bar. On a des personnes l'hiver qui s'occupent du vestiaire, parce que c'est pas toujours agréable de garder son manteau avec nous. Donc, ils peuvent le laisser au vestiaire. On a des personnes à l'accueil qui leur souhaitent une bonne soirée, qui vérifient leurs billets. Ensuite, on les dirige vers les portes
soit du côté impair ou impair, ou est-ce qu'ils font numériser leurs billets. Ensuite, à l'intérieur, on a des personnes qui s'occupent aussi de les placer. Ouais. Parce qu'on veut que ça soit cordial, que ça soit bienveillant. Et c'est pour ça qu'on accompagne les personnes à leur place. Soit parce qu'ils connaissent pas l'endroit, ou justement pour comment ça va, hey, bon spectacle, on vous souhaite une bonne soirée, c'est quelque chose, gênez-vous pas. Puis à l'extérieur, on a aussi les personnes qui s'occupent de la vente des objets promotionnels. Donc, on a des personnes qui s'occupent de vendre ce que les artistes ont à vendre. C'est généralement ça les tâches qu'on a. Au nombre de tâches qu'il y a, tu en as un peu mentionné. C'est quoi les critères que tu as pour placer tes bénévoles dans une soirée? Bien, moi, j'ai déjà posé des questions aux bénévoles qui sont là. C'est quoi tes facilités? Avec quoi tu as plus de facilité? Il y en a, hey, non, mais moi, pas avec l'argent, je suis pas capable, je suis pas bon là-dedans. Bien, moi, je suis un peu plus facile. Hey, le bar, j'aime ça, tu peux-tu me placer là? Donc, c'est avec ces tâches-là, avec ces arguments-là, ces qualités-là que je fonctionne pour pouvoir les faire mettre aux meilleurs endroits. Puis pourquoi c'est important d'avoir des bénévoles à Tsum Monticus? C'est quoi l'impact que ça a? Bien, écoute, si on n'a pas de bénévoles, vous n'avez pas de spectacle. Dans le sens qu'on en a, oui, à l'accueil, au bar et tout ça, mais il y en a aussi dans la technique des bénévoles. Si on n'a pas de bénévoles, vous ne pouvez pas avoir de spectacle fonctionnel. Vous arrivez, vous entrez, c'est des bénévoles à tous les postes que vous voyez. Fait que si on n'a pas de bénévoles, il n'y en a pas. Fait que c'est ça l'impact majeur. Puis ça vous permet d'avoir un souvenir impérissable. On l'a dit, puis c'est le slogan de Mordicus, créateur de souvenirs. Notre but, c'est que vous venez passer une très belle soirée, vous soyez assis, puis vous soyez content. Puis vous repartez avec le sourire. Les bénévoles, c'est quoi leur avantage d'être bénévole justement de Tsum Monticus? Bien, un des avantages premiers, c'est de pouvoir aider à créer un souvenir aux personnes, que les personnes ne se sentent pas délaissées ou perdues en venant au spectacle, étant donné qu'ils ne savent pas où aller. Et aussi, des fois, on a la possibilité de s'asseoir à l'intérieur puis de voir le spectacle. Ce qui aide beaucoup. Ce qui nous donne une possibilité de faire rayonner la culture au Québec, autant celle qui est méconnue que celle qui sont connues, ce qui est un très gros avantage. En effet. Puis, pour finir, on sait que c'est difficile de trouver des bénévoles, surtout ces temps-ci, avec la pénurie de main-d'œuvre et tout. Est-ce que c'est le cas à Tsum Monticus? Bien, heureusement pour nous, on a quand même beaucoup de bénévoles, ce qui fait qu'on a une bonne liste. J'ai une vingtaine, 15 à vingtaine de bénévoles, ce qui me permet de rouler quand même. Puis j'ai des listes d'attente. Donc, s'il y a des personnes qui ne peuvent pas, « Hey, tu peux-tu? » Puis je vous dirais que c'est rare que mes bénévoles me disent non. Ah oui? C'est très rare. « Hey, là, je suis sur la liste. » Je les appelle le stand-by, d'attente. « Hey, écoute, j'ai une annulation, c'est dernière minute, tu peux-tu? »« Hey, oui, je peux finalement. Oh non, désolé, j'ai un empêchement, j'aurais aimé ça, mais... Puis mes bénévoles m'avertissent d'avance. Ils sont vraiment sont gentils comme tout, puis ils font attention entre eux, puis font attention avec nous. C'est vraiment un charme de travailler avec eux. De ce que j'en comprends, tu es fier de ton équipe de bénévoles? Ah oui! Non, je peux pas faire autrement. C'est mon équipe, c'est la meilleure. Pas personne qui peut avoir de meilleurs bénévoles que les miens. Alors, Suzy, merci beaucoup d'être venue à l'émission. C'était vraiment intéressant. Bien, merci Christophe. Je te souhaite une bonne été. Toi tout. Merci. Nous sommes rendus au deuxième segment de compétition de la saison. Oui, et on est présentement au Mini-Pot sur la 132 à Val-Brillant, qui est nouveau, qui vient d'ouvrir cette année. Donc, on va le tester tous les deux. Exactement, et je vais clencher Marc. Je vais juste faire un petit bilan, parce que comme on mentionne, c'est la deuxième compétition. Si on fait le bilan, j'ai gagné la première. Exactement. Donc, c'est 1-0 pour moi. Donc là, c'est mon honneur qui est en jeu. Là. Ça va peut-être être 2-0 pour moi après aujourd'hui. J'espère que non. Allons-y! On y va, bonne chance! Yes, bonne chance! On vient d'arriver au premier trou, puis avant de commencer la partie, Marc, peux-tu expliquer les règles? On fait le parcours, puis pour chacun des trous, on calcule le nombre de coups qu'on prend. Et celui qui en prend le moins à la fin remporte l'épreuve. Exactement. Donc, à toi de commencer. Tu as gagné la dernière compétition, alors mon doute. À toi l'honneur. Alors, je passe ça. C'est pas évident, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais je pense que ça va aller pas pire. Hey, en deux coups. J'aurais trouvé ça triste que tu le rates, là.
Oh non! Je vais trop fort! Non! Juste un petit coup, Christo. J'ai comme pas de stratégie pour celui-là. Ouais, hein, il... On sait pas trop à quoi s'attendre. Je vais essayer. Ben oui, c'est sûr. Bon. Alors, OK. c'était son premier coup. Oh non! Oh! Ben voyons. Oh! OK, au moins il est Au dans moins. le trou. Il tient... Ben il est où, oui, je suis là? encore en dessous. Ah, je l'ai, ce trou-là. Oh! Et voilà! Oh! Oh mon Dieu! Mais J'y c'est crois- quoi ça? J'y croyais plus, C'est un coup de chance, ça! Et voilà! Bravo, Et voilà. Christo! Oui, parce que ça peut se faire en ligne droite. Ça peut se faire, Je l'aurais peut-être pas du premier coup, mais je vais peut-être pas pogner les murs pour venir ici. plus loin. Là. Ah, je l'aide, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, Ben oui, je te fonctionne. l'avais dit. Oh! Oh! Presque! J'ai un peu bougé la structure, on m'a donné une chance. Oh my god! Qu'est-ce que c'est ça? Ben, qu'est-ce que j'ai fait là? Hein? Qu'est-ce que t'as fait là? Je sais pas. Ben voyons! Ah! C'était très bon, ça, Marc! Ben voyons! C'était excellent! Voilà. Un des trous les plus impressionnants que j'ai vu dans un mini-pot. Il faut le faire passer en U, en fait. Il faut le faire passer en U, qui rentre là-dedans. Ça, ça part d'un tuyau qui rejoint à l'extérieur, puis le trou, il est à l'extérieur. Non, c'est justement ce que je voulais pas qu'elle fasse, mais elle n'est pas revenue trop loin. Oh oui! Ça, c'est bon, ça. OK, elle est présentement dans le tuyau. Hey, si tu l'as, tu m'énerves. J'ai énormément de pression. J'étais sûr que Marc allait le faire en 20. Oui, moi aussi, moi aussi! J'étais sûr que t'allais zéro l'avoir. Je me suis pas T'as planté fait finalement. Un méchant bon jeu. Ça m'énerve. Non! Oh non! S'il te plaît, s'il te plaît. Non! Ah, ça, c'est Ben ouais! ça, c'est drôle! Ah, je suis découragé, là. Ça, c'est drôle, mais ça, c'est tellement drôle. Parce que ça, c'est Hey! le hasard, là. C'est le hasard. Genre, je peux pas contrôler ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marc, il arrive tout le temps devant le trou en se disant « Oh non, ça a donc bien l'air compliqué. » Moi, facile. Il le fait en 2, je le fais en 7. Oh my God, c'est super bon, Marc. Ben voyons donc, je l'ai C'est quasiment très bon. Ben voyons donc, ça, je suis vraiment épaté. C'est mon trou d'un coup. OK. Hey, moi, j'ai une concentration, là. Ah. Oh non! Ouais! En 4. Alors, Marc, qui a fait le pointage, m'annonce qu'il a 56. Moi, Marc, j'ai combien? Mais juste avant, là, bravo, hein? On a... Ben, pour vrai, on rit, Ouais, ça j'ai faisait plus longtemps de misère que lui, mais malgré tout, je m'en suis quand même bien tenu. Là. Je les faisais en 4, en 5, c'était pas si pire que ça. C'est ça, puis ça Je vais essayer de m'encourager moi-même. Donc, le pointage final, donc, j'ai 56. OK? Tu veux-tu que ça soit serré ou que ça soit pas serré? Ben, pour vrai, si c'est serré, c'est le fun. Fait que j'espère que c'est serré. On va dire que c'est serré. Elle va pas le pointage, là. Je suis capable de prendre la défaite. C'est 56 à 78. On dirait que j'essaie d'évaluer si c'est serré ou non. C'est 22 points de... c'est zéro. T'as pris 22 coups de plus plus que moi pour faire pour aller 18 trous. Ça veut dire que c'est plus qu'un coup de plus que moi dans chaque trou en moyenne. Je vais clencher Marc. C'est mon honneur qui est en jeu. Là. C'est pas fini, il va en avoir Ben oui, d'autres. il va en avoir d'autres. Ça serait juste drôle qu'à la fin de l'été, t'en gagnes aucun, mais ça... Ça, c'est l'avenir nous le dira. Mais bon. Hey! Profitez du Dino Valley, un très Exactement. beau terrain de mini-pot, vraiment agréable.
On vous souhaite un bel été, puis on vous revient avec une autre compétition bientôt. Exactement. Je suis présentement avec Gabrielle Goudreau, directrice et propriétaire de X à danse. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Pour commencer, peux-tu nous parler un peu de toi? Oui, ben voilà, je m'appelle Gabrielle, je suis directrice et propriétaire de l'école de danse X à danse. Je suis native de Matane, puis je fais de la danse depuis que je suis toute petite. Puis j'ai décidé là, de faire des études, de poursuivre dans le domaine. Donc j'ai fait des études professionnelles là, à l'UQAM en enseignement de la danse. Puis j'ai décidé de revenir en région pour partager mes connaissances. Puis j'avais envie aussi de venir à Amkoui. Donc j'ai 2 territoires, le Matane et Amkoui. Puis... Depuis combien de temps tu es passionnée de danse? Mon Dieu, le premier cours que j'ai fait, j'avais 5 ans. Puis on m'avait donné un petit rôle, là, un petit rôle principal. Là, on faisait des... J'étais un mineur, là, j'avais une petite lumière. Puis sur la scène, ma lumière n'arrêtait pas de tomber. Puis là, je voyais les gens rire. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun de faire de la scène. Mais oui, depuis que j'ai 5 ans que je fais des cours de danse. Puis j'ai toujours dit à tout le monde que j'allais devenir danseuse ou professeure de danse. Puis je pense que j'y suis parvenue, là. Ouais. Quel style de danse tu préfères? Donc, mon style préféré, je vous dirais que c'est les danses sociales et latines. J'ai rencontré un petit peu ce style de danse-là un peu plus tard dans mon parcours. J'ai un copain qui était justement professionnel en danse sociale et latine. Donc, c'est là que j'ai découvert cet univers-là avec les costumes brillants, la grosse affaire. Il y a des compétitions, des belles robes, là, comme à l'époque du roi 14. Mais bon, oui, voilà, c'est mon style préféré. Quel style de danse vous faites dans vos cours? On en a plusieurs. On fait du ballet classique, du contemporain, du jazz. On a des danses urbaines, donc c'est du hip-hop, du cheer dancing avec des petits pompons, danse sociale et latine, bien sûr. On fait, c'est pas mal ça, là, je vous dirais, là, en gros, là, les styles qu'on offre. Faites-vous des spectacles après la session? Oui, donc là, nous, ça fait 3 ans qu'on est ouvert. Avec la COVID, on n'a jamais pu faire de spectacle. Là, on en a fait un au mois de juin. Donc, c'est tout un accomplissement. Matane et Amkoui ensemble là, dans le même spectacle. Ça a fait un beau spectacle d'environ 1h30, 1h40. Donc, c'était notre premier spectacle. Ça s'est bien passé. On va en faire d'autres dans le futur, c'est sûr. Depuis combien de temps vous proposez des cours à Amkoui? Depuis 2019. Je dirais, là, au début, quand j'ai commencé, là, quand je suis revenue en région, puis que j'ai parti avec sa danse, j'ai commencé tranquillement à Amkoui. Puis là, c'est le bouche à oreille, tranquillement, qui fait que là, il y a des gens qui viennent, puis ça se parle. Puis on était une 50aine d'élèves, là, cette année d'Amkoui, quand même. À partir de quel âge les jeunes peuvent s'inscrire au cours? 2 ans. Par enfant, c'est des 2-3 ans. C'est trop, ça, c'est un de mes cours préférés aussi. Là. C'est le papa, la maman qui vient avec le petit bout de chou. Puis là, on fait plein d'activités, des parcours moteurs. C'est vraiment le fun. C'est vraiment intéressant. Cute. Y a-t-il beaucoup de jeunes qui s'inscrivent au cours? Oui, on a beaucoup de jeunes, je vous dirais, à partir là, de 4, 5 ans, 6, 7 ans, 8, 11 ans. Il y avait moins d'adolescents parce qu'avec la COVID, les adolescents, ça a été plus dur de les motiver. Là. Mais oui, on a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent. On a à peu près 15 jeunes par cours là, qui s'inscrivent. Pour finir, pour la prochaine session, on a jusqu'à quand pour s'inscrire? Les inscriptions débutent le 22 juillet. Vous pouvez aller sur notre page Facebook X à danse. On va mettre là, les liens à ce moment-là. Puis tout l'été, là, à partir du 22 juillet jusqu'à la fin à août à peu près, là, vous allez avoir du temps pour vous inscrire. Puis on va vous montrer quels sont nos cours. Puis on va vous faire découvrir notre univers là, à chaque semaine sur Facebook. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Merci à toi. Merci. C'est ce qui complète cette émission de TVC l'été. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé l'émission, sachez qu'elle est disponible sur notre chaîne YouTube en entier ou par segment. Merci tout le monde. À vendredi prochain.